L'affaire que nous allons explorer aujourd'hui est d'une brutalité qui dépasse l'entendement. Elle nous plonge dans les abysses de la jalousie et de la violence, là où une amitié se transforme en piège mortel. Au petit matin du 6 novembre 2012, sur la 18e avenue de Quezon City, des habitants se rendant au travail découvrent une scène macabre. Le corps d'une jeune femme abandonnée sur le bas-côté. Elle ne porte ni chaussures ni sac à main, vêtue seulement d'un haut blanc et de leggings bleus. Aucune pièce d'identité n'est trouvée sur elle. Ses yeux, grands ouverts, semblent figés dans une expression de terreur ultime. Les premiers secours du commissariat local sécurisent rapidement le périmètre et font appel à un médecin légiste. L'examen initial ne laisse aucune place au doute. Ce n'est pas un accident. La jeune femme a reçu 5 balles dans la tête. Son corps porte les stigmates d'une violence inouïe. Des ecchymoses, des éraflures et des marques sombres sur de multiples zones. Des blessures particulièrement graves dans la région pelvienne orientent les enquêteurs vers la piste d'une agression à caractère sexuel. Il n'y a aucun effet personnel, ni téléphone, ni clé. La seule chose qu'elle serre dans sa main est un sac en papier de McDonald's. À proximité, les inspecteurs découvrent également un ticket de caisse de ce même fast-food. Alors que les forces de l'ordre s'efforcent de l'identifier, les voisins commencent à livrer leurs témoignages. Plusieurs personnes rapportent avoir entendu des coups de feu vers 5 heures du matin, tandis que d'autres mentionnent avoir vu un SUV sombre démarrer en trombe. Un témoin affirme que des tirs provenaient de l'intérieur du véhicule, visant une personne déjà à terre. 2 autres se souviennent d'un numéro de plaque d'immatriculation partielle, un détail qui se révélera crucial. Les techniciens de la scène de crime retardent le déplacement du corps pour préserver un maximum d'indices. Mais en quelques heures, le lieu attire non seulement la police, mais aussi des badauds, des journalistes et des gens filmant avec leur téléphone. Les enquêteurs se retrouvent face à une avalanche de questions. Qui était-elle? Que faisait-elle ici? Et qui aurait pu commettre un acte aussi barbare? Sans réponse, ils se concentrent sur les 2 seules pistes prometteuses. Le ticket de caisse du fast-food et les témoignages. La veille, le 5 novembre, Juliane Rodelis, âgée de 20 ans, avait quitté son domicile à Las Piñas. Elle vivait avec sa famille, et son absence n'a pas immédiatement inquiété. Julie rentrait souvent tard, après des séances de mannequinat ou des soirées entre amis. Ce soir-là, elle avait prévenu sa mère et ses jeunes frères de ne pas l'attendre. Julie avait prévu de renouer avec une amie proche, Althea Altamirano. Elle s'était récemment disputée, mais Althea l'avait recontactée avec ce qui semblait être un rameau d'olivier, une invitation à rencontrer un client potentiel dans le monde du mannequinat. L'occasion paraissait professionnelle et Julie était désireuse de se réconcilier. Elle s'était habillée avec soin, choisissant un haut blanc et des leggings bleus, puis s'était maquillée. Vers 18 heures, elle a dit au revoir à sa famille et s'est dirigée vers le SM Mall of Asia, un immense centre commercial, pour y retrouver Althea. La soirée a commencé innocemment. 2 amis, qui regardent un film, discutent, se promènent. Rien ne semblait anormal. Ensuite, elles ont pris un taxi pour le World Trade Center, où Althea prétendait que la rencontre avec le client aurait lieu. Vers 22h30, alors qu'elle marchait le long du boulevard Diosdado Macapagal, un SUV sombre s'est soudainement arrêté à leur hauteur. 2 hommes en ont jailli, ont attrapé Julie et l'ont forcée à monter dans le véhicule. Tout s'est passé en quelques secondes. Althea, qui se tenait juste à côté, n'a ni résisté ni cherché à intervenir. Le sac à main et les chaussures de Julie sont restés sur le trottoir. Le SUV a démarré en trombe. En état de panique apparent, Althea est restée sur place, tenant les affaires de Julie et pleurant de manière incontrôlable. Sa détresse a attiré l'attention d'une patrouille qui s'est arrêtée. Les officiers l'ont escortée au commissariat local, où elle a fait une déclaration confuse, affirmant que Julie avait été enlevée par des inconnus. Selon elle, l'agression était sortie de nulle part, et elle avait à peine vu le véhicule, seulement qu'il s'agissait d'un grand SUV noir. Elle a insisté sur le fait qu'on n'avait pas tenté de l'enlever, elle aussi. Vers minuit 40, après sa déposition, Althea a envoyé un texto à son petit ami pour qu'il vienne la chercher. Il est arrivé avec son père, et ils l'ont ramenée chez elle.
Althea n'a pas consulté de médecin et n'est pas retournée au poste de police. Le lendemain, elle avait cessé de répondre aux appels des forces de l'ordre. Une fois la disparition de Julie confirmée, sa famille a commencé à la chercher. À ce moment-là, Althea évitait déjà tout contact avec les enquêteurs. Plus tard, ses proches prétendront qu'elle craignait pour sa sécurité. Cependant, les inspecteurs ont relevé plusieurs incohérences dans son récit. Elle a omis de mentionner la rencontre arrangée avec Julie ou le projet de présentation professionnelle. Elle a également tué le nom de son petit ami, le propriétaire du véhicule utilisé pour l'enlèvement. À ce stade, la version d'Althea ne donnait aucune indication sur le mobile de l'attaque. Il faudra attendre de nouveaux développements pour commencer à comprendre ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Julie Anne Rodelis est née le 14 juillet 1992 et a grandi à Las Piñas, dans une famille modeste mais très unie. Elle était l'une des 6 enfants. Sa mère, Luz, subvenait aux besoins de la famille en préparant et en vendant des repas faits maison. Il n'y avait pas de figure paternelle dans leur vie. Malgré les difficultés financières, Julie a grandi entourée d'amour. Dès son plus jeune âge, elle était concentrée et responsable. Sa décision d'étudier la gestion hôtelière à l'université Arellano était motivée par des objectifs à long terme. Mais les frais de scolarité élevés l'ont forcée à interrompre ses études à plusieurs reprises. Pour financer son éducation, Julie a commencé à travailler à temps partiel. Le mannequinat n'était pas une quête de célébrité, mais une solution pratique pour couvrir ses dépenses. Elle a débuté dans l'industrie grâce à une connaissance, ce qui l'a finalement conduite à des séances photo-commerciales et à une apparition sur la chaîne ABS-CBN. Sa carrière de mannequin prenait de l'ampleur. Elle a posé pour des magazines masculins connus, dont FHM Philippines. Son apparence, son éthique de travail et son professionnalisme l'ont aidé à obtenir des contrats réguliers. Une influence majeure dans la carrière de Julie était Althea Altamirano, une amie de 3 ans son aînée. Originaire de Cavite, Althea s'était également lancée dans le mannequinat et, en 2012, avait atteint un certain niveau de reconnaissance. Dans ses cercles sociaux, Althea était perçue comme ambitieuse et énergique. Mais derrière cette image de succès se cachaient des détails personnels qu'elle gardait secrets. Althea était mère de 2 enfants. Elle avait choisi de ne pas le révéler, sachant que cela pourrait nuire à son image de mannequin jeune et sans attache. Althea et Julie se connaissaient depuis des années, et leur relation semblait proche. Julie lui faisait profondément confiance. Cependant, les choses ont changé lorsque Julie a commencé à gagner en popularité. La tension a grandi entre elles. Aux yeux d'Althea, Julie était passée du statut d'amie à celui de rivale. Au même moment, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Althea élevait 2 enfants. Elle a soupçonné Julie d'être à l'origine de cette information et a considéré cela comme une trahison. Ce moment a marqué un tournant. Ce qui avait commencé comme une jalousie silencieuse s'est transformé en ressentiment, puis en conflit. La peur croissante d'Althea de perdre sa place dans l'industrie l'a poussée à se confier à son petit ami, Jarreau. Âgé de 32 ans, Jarreau possédait un salon de tatouage à Quezon City. Il n'avait aucun lien direct avec le monde du mannequinat, mais il était connu pour son comportement agressif. Selon Althea, lors d'une de leurs disputes, il avait un jour pointé une arme sur elle. Elle s'était sentie menacée, mais n'avait pas mis fin à la relation. C'est Jarreau qui a eu l'idée d'effrayer Julie, suggérant que cela l'aiderait à comprendre à qui elle avait affaire. Le plan était de mettre en scène une confrontation, sans que les choses n'aillent trop loin. Althea n'a pas contesté la suggestion. Elle n'avait pas de plan concret et ne semblait pas mesurer la gravité de la situation. Mais ses actions dans les heures qui ont suivi se sont avérées décisives. Elle a choisi le moment, a communiqué la localisation de Julie, l'a conduite à l'endroit désigné et est restée silencieuse lorsque l'incident s'est produit. Aucune de ses actions n'était impulsive. Immédiatement après son enlèvement, Julianne a été transportée dans un quartier résidentiel de Quezon City, connu sous le nom de Salam Compound. Il s'agissait d'une zone fermée et densément peuplée. Le lieu où elle a été emmenée était une maison privée, utilisée temporairement comme planque. À l'intérieur se trouvaient plusieurs hommes liés à Jarreau.
L'opération avait été préméditée, chaque personne ayant un rôle assigné. Selon les archives judiciaires, un homme nommé Efren a été le premier à isoler Juliane dans une pièce séparée. Peu après, les autres ont entendu ses cris et ses supplications. L'un des hommes présents, Jamar, témoignera plus tard avoir entendu ses appels à l'aide, mais avoir choisi de ne pas intervenir. C'est à ce moment que l'agression est devenue physique. Des témoins ont déclaré qu'Efren a été l'agresseur initial et est resté seul avec elle pendant une longue période. Les preuves confirmeront plus tard qu'elle a été victime d'une agression physique et d'un harcèlement violent. Plus tard dans la nuit, un homme nommé Aldos est arrivé à la maison. Les autres participants le décriront comme dangereux et imprévisible. Il ne faisait pas partie du plan initial. Aldos était armé d'un pistolet de calibre 45. Il a rapidement évalué la situation et a déclaré qu'il avait l'intention d'abuser de la jeune femme avant qu'on ne s'occupe d'elle. Personne n'a tenté de l'arrêter. L'arrivée d'Aldos a radicalement aggravé la situation. Contrairement aux autres, il ne considérait pas cela comme une simple tactique d'intimidation. Ses actions ont clairement montré qu'il n'avait jamais eu l'intention de la laisser sortir vivante. Lorsque Jarreau est revenu d'un passage rapide au McDonald's, les autres lui ont dit qu'Aldos et Efren avaient déjà agressé Juliane. Elle était en état de choc, à peine réactive. Après avoir évalué la situation, Jarreau a pris une décision. D'autres témoigneront plus tard qu'il a dit « Il faut régler son cas ». Alors qu'il sortait, Aldos s'est approché de Julie et lui a dit qu'on allait la ramener chez elle. Reconnaissante et pleine d'espoir, elle l'a remercié, ignorant que c'était un mensonge. À ce moment-là, le groupe discutait déjà de l'endroit où ils allaient se débarrasser de son corps. Sentant que les choses dégénéraient bien au-delà de ce qui avait été convenu, Jamar a quitté la maison. Il deviendra plus tard un témoin clé. Les autres ont exécuté les dernières étapes du plan. Les enquêteurs confirmeront qu'Aldos a tiré le premier coup de feu sur Juliane, suivi par Efren. Pendant que Juliane était encore captive, Jarreau s'est brièvement absenté pour se rendre à un McDonald's. Vers 2h03 du matin, il a commandé 2 menus cheeseburgers à emporter. De retour à la maison, il a tendu l'un des repas à Juliane. Malgré son état de faiblesse, elle a répondu. Selon un témoin, elle a murmuré qu'elle mangerait le burger plus tard, une fois rentrée chez elle. La tension à l'intérieur de la maison s'est encore accrue lorsque l'un des hommes a accidentellement prononcé le vrai nom de Jarreau, Fernando, à l'intérieur du véhicule. Le corps de Juliane a été placé dans un Mitsubishi Montero. Le véhicule s'est brièvement arrêté sur la 18e avenue à Quezon City. Là, la portière s'est ouverte et son corps a été jeté dans un fossé au bord de la route. Son identité a été confirmée plus tard dans la journée. Inquiète que Julie ne soit pas rentrée, sa famille avait déjà commencé à la chercher. Lorsque les informations ont rapporté la découverte du corps d'une jeune femme, sa mère, Luz, et l'un de ses frères se sont rendus à la morgue. Les vêtements correspondaient à ceux que Julie portait en partant. La confirmation de sa mère a été un moment dévastateur. Julie n'avait jamais disparu auparavant. Elle restait toujours en contact. Cette fois, il y avait eu un silence complet. Ses proches ont tenté de joindre Althea, mais elle ne répondait plus. C'est à ce moment-là que la police a commencé à faire le lien entre la victime Althea et Jarreau. Le lendemain de la découverte du corps, les enquêteurs de l'unité d'investigation criminelle ont commencé à analyser les preuves. L'une de leurs premières actions a été d'étudier le ticket de caisse de McDonald's. Grâce à l'horodatage, la police a demandé les images de surveillance du restaurant. La vidéo montrait clairement un homme de taille moyenne avec des tatouages visibles, passant une commande à emporter vers 2h du matin. Son visage était identifiable. En parallèle, les autorités vérifiaient les détails du véhicule. Les témoins avaient signalé un SUV noir, probablement un Mitsubishi Montero, et 2 d'entre eux se souvenaient d'une partie de la plaque d'immatriculation. À partir de ces informations, les enquêteurs ont retracé le véhicule jusqu'à une femme nommée Rosalina Quiambao. Une vérification des antécédents a révélé que son fils, Fernando Quiambao Jr., surnommé Jarreau, était l'utilisateur régulier du véhicule. Cette découverte a placé Jarreau au centre de l'enquête. Le 9 novembre, les agents ont commencé à surveiller le domicile de la famille Quiambao.
Le lendemain, vers 18 h, les forces de l'ordre ont observé le père de Jarro, Fernando Quiambao Signo, quitter la résidence. Il conduisait une Toyota Innova noire et transportait des vêtements de rechange. Les agents l'ont suivi discrètement. Environ 1 heure plus tard, le véhicule s'est arrêté dans une zone reculée de la province de Pampanga. Fernando Signo est entré dans une hutte traditionnelle philippine. Garé à proximité se trouvait le Mitsubishi Montero. La police est intervenue et a pénétré dans la propriété. À l'intérieur, ils ont trouvé Jarro et Altea. Aucun des deux n'a résisté. Pendant ce temps, une opération coordonnée visait le quartier de Salam Compound. Vers minuit, le 11 novembre, des unités de police sont entrées dans la résidence utilisée comme planque. Des individus armés étaient présents et des coups de feu ont éclaté. Un suspect, Fahad Osman, surnommé Bob, a été abattu. D'autres ont été arrêtés, notamment Jamar Waraji et Jalan Pasawilan. Au début, tous les suspects ont nié leur implication. Mais sous la pression, leurs histoires ont commencé à changer. Jamar a admis avoir été présent dans la maison et a commencé à coopérer. Il a expliqué avoir accepté d'aider Jarro par loyauté, car ce dernier lui fournissait souvent de l'alcool et de l'aide financière. Jamar a identifié d'autres personnes impliquées, dont Efren Taleb et un certain Aldos. Selon lui, Aldos avait agi de sa propre initiative et avait fait dégénérer la situation. Altea, interrogée séparément, a donné sa version des faits. Elle a admis avoir accepté d'attirer Julie, mais a affirmé qu'elle n'avait aucune idée que les choses iraient aussi loin. Selon ses dires, elle pensait que c'était seulement pour lui faire peur. Jarro, de son côté, est resté silencieux. L'enquête a finalement confirmé que 8 personnes étaient impliquées. Jarro, Altea, Jamar, Jelan, Efren, Aldos, Bob, qui a été tué, et un certain Abdili. Il est devenu clair que les événements n'étaient pas le résultat d'un conflit personnel, mais d'un plan coordonné et prémédité. Lors de son arrestation, Altea Altamirano a accepté de parler aux inspecteurs, mais a immédiatement adopté une posture défensive. Elle a tenté de se présenter comme une victime manipulée par son petit ami. Selon elle, Jarro l'avait menacée par le passé, et elle n'avait eu d'autre choix que de suivre son plan. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne savait pas où Julie avait été emmenée, ni ce qu'elle avait subi. Mais Jamar Waraji a raconté une histoire très différente, contredisant directement les affirmations d'Altea. Il a fourni aux enquêteurs un compte-rendu détaillé de la manière dont le plan avait été élaboré. Selon Jamar, c'est Altea qui avait informé Jarro de la localisation de Julie et avait même inventé le prétexte pour l'attirer à la rencontre. Il a également déclaré qu'elle savait que le SUV et les complices attendaient déjà le long de l'avenue Macapagal. Aux yeux des enquêteurs, ses actions montraient clairement qu'elle avait joué un rôle actif et conscient dans l'enlèvement. Peu après l'arrestation de plusieurs suspects, Aldos et Efren ont disparu. La police n'a pas pu les appréhender à temps. Ils ont été officiellement déclarés fugitifs. Malgré les portraits robots créés avec l'aide de Jamar, les 2 hommes sont restés introuvables pendant des années, échappant ainsi à la justice. L'affaire a connu un tournant inattendu avec l'un des détenus, Jalan Pasawilan. En janvier 2013, il a été libéré sous caution. Bien qu'accusé de possession illégale d'armes à feu, les enquêteurs n'ont pas pu rassembler de preuves solides le liant directement à l'agression mortelle. Quelques mois seulement après sa libération, le 15 juin, un violent incident s'est produit à son domicile de Quezon City. Lors d'un repas de famille, un assaillant non identifié a pénétré dans la propriété et a abattu Jolan. Sa mort fut instantanée. Des voisins ont plus tard affirmé que le tireur était connu des autorités locales, mais aucune arrestation n'a suivi. L'épouse de Jolan a refusé de coopérer avec la police, signant une décharge qui bloquait officiellement toute enquête sur l'incident. En conséquence, le responsable n'a jamais été traduit en justice. Pour les enquêteurs, la mort de Jolan signifiait la perte d'un témoin potentiel. Bien qu'il ait nié toute implication dans les événements ayant mené à la mort de Julie, son rôle exact dans la planification de l'enlèvement n'a jamais été entièrement élucidé.
Face au refus de la famille de porter plainte, l'affaire fut officiellement classée. La réaction du public fut vive et critique, d'autant que l'identité de l'agresseur avait été confirmée. Cependant, la loi empêchait toute action policière sans une plainte formelle de la famille de la victime. À l'été 2013, la plupart des individus impliqués dans l'affaire étaient soit en détention, soit officiellement recherchés. Althea, quant à elle, continuait de clamer son innocence, niant tout lien avec Aldos ou Efren. Pourtant, les témoignages, la chronologie des faits et les preuves vérifiées contredisaient systématiquement sa version. À la clôture de l'enquête, les autorités avaient une idée claire de qui avait pris les décisions, qui avait participé à l'action et qui était encore en fuite. Près de 12 ans se sont écoulés entre la mort tragique de Julie-Anne Rodelis et la première condamnation dans cette affaire. Pendant longtemps, l'enquête est restée au point mort. Ce n'est qu'en 2024 qu'un procès a finalement été fixé pour les principaux accusés, Fernando Quiambao Jr., surnommé Jarro, et Althea Altamirano. La date initiale du procès, fixée au 12 juillet, a été reportée à 3 reprises. Bien que les raisons de ces reports n'aient pas été officiellement communiquées, la famille de la victime était convaincue que ces délais ne servaient que les intérêts des accusés. Le procès a finalement débuté en septembre et a duré plusieurs mois. Les audiences ont examiné les dépositions des témoins, les dossiers de l'affaire, les images de vidéosurveillance et les communications écrites entre les personnes impliquées. Fait notable, l'arme à feu utilisée lors du crime n'a jamais été retrouvée. 2 des auteurs présumés, Efren Taleb et Aldos, étaient toujours en fuite. À l'issue du procès, le tribunal a reconnu Jarro coupable d'enlèvement, de complicité de crimes violents et de participation à des actes d'agression. Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe le reliant à l'acte de presser la détente, le moment où il a donné l'ordre de s'occuper de Julie après avoir réalisé qu'elle l'avait reconnu a été jugé décisif. La Cour a interprété cet ordre comme une intention de causer un préjudice mortel. Jarro a été condamné à la réclusion à perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 à 40 ans. Il a également été condamné à verser à la famille de la victime une indemnité de 500 000 pesos philippins, soit environ 8 400 euros. Le verdict pour Althea Altamirano fut différent. Ces actes ont été qualifiés de participation à un enlèvement. Le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour démontrer qu'elle avait connaissance de l'intention de commettre un acte mortel ou une agression. L'accusation n'a pas pu prouver sa présence sur les lieux après l'enlèvement, ni ses contacts avec Aldos et Efren. En conséquence, elle a été reconnue coupable d'un seul chef d'accusation, association de malfaiteurs en vue d'un enlèvement. Au moment du verdict, Althea avait déjà purgé plus de 12 ans de détention préventive. Le tribunal a jugé sa peine entièrement effectuée et a ordonné sa libération immédiate. Elle a de plus été condamnée à une amende de 100 000 pesos. Le tribunal n'a pas formellement reconnu le rôle d'Althea dans l'initiation du plan, malgré les preuves montrant qu'elle avait suggéré l'idée de donner une leçon, organisé la rencontre, transmis des informations à Jarro et conduit Julie à l'endroit où elle a été enlevée. La décision de la Cour a provoqué une vive réaction émotionnelle de la part de la famille Rodelis. La mère de Julie, Luz, ainsi que plusieurs de ses frères et sœurs, ont assisté au prononcé du verdict. L'un de ses frères, Alvin, a déclaré publiquement que le pardon était impossible. La famille a fait appel auprès de la Cour suprême, demandant une réévaluation des actes d'Althea. Selon eux, son rôle dans les événements n'était pas secondaire, mais central. C'est elle qui a initié le conflit, impliqué Jarro et agi par motivation personnelle. Au-delà des arguments juridiques, l'affaire a soulevé des questions éthiques non résolues. Le mobile exact d'Althea n'a jamais été pleinement établi. L'accusation a présenté 2 théories principales. La première suggérait la jalousie professionnelle. Dans le monde très compétitif du mannequinat, la fuite d'informations personnelles peut ruiner une carrière, surtout dans une industrie fondée sur l'image. La seconde théorie reposait sur un ressentiment personnel et un désir de vengeance. Julie, sans conteste, connaissait un plus grand succès. Elle était invitée à des séances photos plus prestigieuses et sa popularité grandissait. Ce changement a perturbé l'équilibre de leur relation. Althea n'avait plus le contrôle et, d'après leurs échanges de messages,
Elle en était venue à considérer Julie davantage comme une rivale que comme une amie. Ce basculement et la perte de statut perçu ont pu être profondément humiliants pour elle. La question la plus cruciale, celle qui plane encore sur l'affaire, est de savoir si Althea aurait pu prévoir ce qui allait se passer. Juridiquement, la réponse est non, mais la séquence des événements raconte une autre histoire. Althea connaissait le genre de personne qu'elle impliquait. Elle savait que son partenaire avait des antécédents de comportement agressif. Elle a joué un rôle actif dans le déclenchement des événements, puis a laissé le contrôle à des individus qui avaient montré une propension à user de la force. Le refus du tribunal de reconnaître cela comme un facteur aggravant a laissé à la famille Rodelis un sentiment de trahison par la justice. La conclusion du procès est loin de marquer la fin de l'histoire. Deux individus clés, impliqués dans l'exécution du crime, sont toujours en fuite. La famille Rodelis continue de se battre pour une révision complète de l'affaire. La mère de Julie a déclaré qu'elle continuerait à lutter pour la justice, qualifiant la libération d'Althea d'insulte à la mémoire de sa fille. La question de la culpabilité a trouvé une réponse. Mais la vraie question est maintenant de savoir si cette culpabilité sera un jour pleinement sanctionnée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Votre soutien est très important pour moi et vous pouvez aider la chaîne à grandir en laissant un j'aime, un commentaire et en partageant cette vidéo. Votre engagement fait vraiment la différence. À très bientôt.